Alors, on reste sur les élections européennes et on terminera après sur le sujet. Donc, vas-y, Pierre, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire, justement, je rends plutôt hommage à Thomas Ferrier, qui est un camarade local. Bon, Précise un peu qui est alors, Thomas Ferrier, c'est un peu le principal promoteur de l'idée de coup d'État à peu près démocratique dans l'Union européenne pour la transformer Tout est dans le à peu en près. fédération européenne. Bon, l'idée est pas d'actualité. Pour des mecs bien qu'on va se faire traiter de nazis. Non, mais ça fait rire tout le monde. Mais justement, De Villiers qui arrive là-dedans en mode souverainiste à la mode des années 2010, non. Moi, je pense qu'il y a peut-être une option à mettre sur reprendre le contrôle dans une certaine mesure de l'Union européenne. Donc pour faire alors. l'Europe. Hein? Dupont-Aignan. De certaine façon, Non, oui. mais on peut. Après, les gens. Bah, c'est le seul. Hein, Dupont-Aignan ou Le Pen, peu importe. Les deux sont des partis qui se rejoindront au Parlement européen. Ouais. Non, mais si vous avez une sympathie pour Dupont-Aignan, votez Dupont-Aignan. Après, c'est bien qu'on ait un parti qui soit devant le parti au pouvoir pour des raisons symboliques. Allez voter. Allez, c'est ça. Allez, Très important le vote. Il y a des gens qui sont morts pour Moi, j'irai ça. pêcher. J'irai pêcher, docteur Pêche. On va, parce qu'on est déjà à 1 heure d'émission, donc on va faire une première coupure maintenant. Coupure un peu spéciale pour moi, je suis un peu triste effectivement, car ma jeunesse s'en va. Chers auditeurs, je ne sais pas si Avec les cheveux. vous connaissez avec mes cheveux, ça, t'es vrai. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est vraiment, franchement, c'est dégueulasse. Et c'est un peu vrai aussi. Donc. Ouais, bon, ouais, c'est ça, ils sont sympas, hein, très sympas. Avec nos cheveux, si tu veux. Et fermez-la. Et donc, je ne sais pas si, chers auditeurs, si vous avez entendu la nouvelle comme quoi Keith Flint, le chanteur de The Prodigy, groupe drum and bass fabuleux des années 90, nous a quittés. Donc, en son honneur, je vous passe Invaders Must Die de The Prodigy et on se retrouve juste après. Pas d'amalgame.
Retour pour ce chemin de combat avec Dr P, avec Pierre Louvers, avec Laurent Chang et Perceval Le Lorrain. Je vais maintenant vous parler de ce qui se passe actuellement en Algérie, puisqu'il y a des manifestations contre le président algérien Abdelaziz Bouteflika qui voulait briguer un 5e mandat et, pas de bol pour lui, a dû revoir son ambition, puisque les manifestations dans Alger, Oran, etc., étaient d'une ampleur telle que le président a dû reporter ses élections. Et petite chose quand même à noter, le renard qui est Abdelaziz Bouteflika, sans mauvais jeu de mots, hein, mais ce bon politique l'a joué fine parce que il a reporté les élections en cherchant à promulguer une nouvelle constitution. Donc, ce qui fait qu'il reste président sans être plus vraiment, en tout cas sans être légitimement président. Et donc, on attendra de voir ce qui se passe, car normalement, il devrait y avoir des élections le 28 avril prochain. Donc, à voir. Petite chose à noter, importante en ce qui concerne l'Algérie. Déjà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Cette révolution a un petit nom, à savoir la révolution du sourire. Eh oui, non mais rigolez, mais je vous jure que c'est vrai. Ça s'appelle la révolution du sourire, ce qui nous... C'est signé BHL. Sarkozy, BHL, j'en sais rien. Donc révolution du sourire qui nous rappelle la révolution de Jasmin, les révolutions des orchidées, les révolutions orange, les révolutions vertes, les révolutions bleues, les révolutions du parapluie. Souvenez-vous de ça, la révolution du parapluie qui avait eu lieu à Hong Kong en 2014, je crois. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Une fois de plus, je ne suis pas complotiste, moi je pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette révolution du sourire? Eh ben, mes invités vont en parler, mais juste avant, quelques petits chiffres. Je ne suis pas un amateur de chiffres, mais c'est intéressant. Quelques petits chiffres à propos de l'Algérie. L'Algérie comptait 15 millions d'habitants en 1970. Nous en sommes à 40 en 2016. Donc aujourd'hui, grosso modo, nous sommes à peu plus de 40 millions d'habitants. L'âge médian est 27 ans. Et le taux de natalité est de 22%, ce qui fait un peu plus de 3 enfants par femme. Mais c'est en augmentation. Ce sont des chiffres à prendre en compte. Et bon, honnêtement, je ne pensais pas que ces manifestations donneraient quelque chose. Je suis assez étonné de ce vacillement du pouvoir algérien qui est principalement fondé sur l'armée. Donc, est-ce que ces manifestations mèneront à une révolution, une énième révolution des pays arabes et une libération d'un pouvoir despote qui pourrait à terme faire sauter le verrou? Parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'au même titre que la Libye, l'Algérie empêche le flux de migrants, je mets ça entre guillemets parce que je n'aime pas le terme, mais c'est un verrou contre l'afflux de migrants vers l'Europe. Si ce verrou saute, étant donné que le précédent verrou qui était la Libye a déjà sauté, il y a des questions à se poser. Je ne suis pas algérien, donc je n'ai pas à me prononcer sur sur les, comment dirais-je, les nécessités et les envies qu'ont les Algériens, ça les regarde. Chacun regarde devant sa propre porte. Mais en tant que Français, je m'interroge sur l'avenir de ce pays, car il est, je pense, lié à l'avenir du mien. Messieurs, alors les manifestations en Algérie, révolution du sourire, est-ce que ça va se passer en sourire, en gaieté, ou plus dans les larmes? Qui commence? Dr P, allez, on y va. Une fois n'est pas coutume, je pense que, comment dire, on pourrait reparler d'Alain Soral qui parlait de ça au début des années 2010, qui disait que de toute façon, finalement, l'Algérie était la prochaine c'était planté en gros dans le timing, mais je crois qu'on y est, c'est tout. Donc toute sa logique de dire qu'il fallait déstabiliser ces pays-là, l'analyse avec, comment dire, qu'en fait, le globalisme, avec Soros aux commandes et les révolutions colorées que tu as citées, a tout intérêt à déstabiliser les pays, avec tous leurs inconvénients, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais a intérêt à faire péter le verrou migratoire, ça c'est clair et net, et c'est évident que c'est encore une fois plus subventionné. Je pense que BHL comme je rigolais tout à l'heure là-dessus, mais qu'à moitié, est à nouveau en pointe pour soutenir cette énième révolution
coloré dans le monde arabo-musulman pour le même bénéfice et les mêmes bénéficiaires. Bon, ça c'est clair et net. Voilà. Le peuple algérien sera cocu, on peut déjà le dire, comme le peuple libyen l'a été, comme tous les peuples qui ont fait des révolutions ont été cocus, mais sauf, il faut croire qu'ils ne sont pas assez malins pour tirer expérience de ce qui s'est passé à côté de chez eux, ils se font manipuler comme les autres. Donc d'une certaine façon, ce sera bien fait. La perspective d'une Algérie déstabilisée, je me demande, là pour le coup c'est une question que je vais poser aux autres, est-ce qu'en fin de compte on vit juste pas la fin du FLN? C'est-à-dire que le FLN a dégagé le colonisateur français, le méchant colonisateur qui, soit dit en passant, a construit le pays, et l'Algérie n'existait pas avant, mais a dégagé le colonisateur, et ils se sont mis bien ils ont pris le pouvoir, c'était quand? C'est dans les années 60 62. Voilà. Tout de suite, après l'indépendance. Donc, voilà, c'est ces caciques-là qui ont eu le pouvoir jusque-là, et je crois qu'ils sont sur le point de dégager. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? On a vu qu'à chaque fois on avait une révolution colorée, en fait on avait les frères musulmans qui arrivaient derrière, avec tout ce que ça a eu de bon pour nous évidemment. Bref, on passerait le cynisme. La petite information quand même qu'il faut aussi noter, c'est que le fils Front islamique du salut est un peu au rencard aujourd'hui. Il avait fait parler de lui dans les années 90, mais aujourd'hui il est un petit peu au rencard. En revanche, les frères musulmans sont dans la place, puisque le mouvement pour la société de la paix, le MSP, et son président Abderrazak Makri se voit déjà en leader pour ces manifestations, et il semblerait que malgré... les Algériens sont quand même un peu frileux, parce qu'ils ont quand même payé cher dans les années 90, mais malgré la frilosité, le mouvement pour la société de la paix semble plutôt bien placé. Voilà, après, à bon entendeur. C'était de la paix comme la religion de la paix et d'amour et des bisous. Ah, ça c'est possible, ça je sais pas, mais... Pardon. Laurent, vas-y. Effectivement, moi l'Algérie ne m'intéresse qu'en ce qui va lui arriver aura comme impact en Lorraine, en France et en Europe. L'Algérie, c'est effectivement un verrou par rapport au Sahara, mais l'Algérie est aussi un énorme vivier de population. Donc la France n'a pas d'intérêt aussi de ce point de vue-là à ce que ce verrou cède. De la même manière que De Gaulle a lâché l'Algérie pour pouvoir obtenir de continuer ses tests nucléaires dans le Sahara algérien. Aujourd'hui, l'Algérie reste un énorme producteur de gaz, voilà, exactement, d'hydrocarbures, dont la France est un des premiers bénéficiaires. Sachant que toutes ces révolutions, effectivement, ont été téléguidées de l'extérieur, on peut aussi penser que les mêmes qui ont, que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre, préparé, organisé, coordonné et finalement déroulé ces révolutions auraient intérêt à ce que ça ne se produise pas ainsi. Aujourd'hui, on voit par exemple que la France, qui est toujours dans les bons coups, a vendu je ne sais plus 15 ou 20 frégates à la Libye pour sécuriser ses côtes. Bon, il était temps de se réveiller. Ça c'est le premier point. Il est possible qu'au contraire l'Algérie se survive, ou le FLN se survive, parce que au contraire là maintenant les Européens se disent mince, les islamistes dans ce pays qu'on promettait d'être la Turquie du Maghreb, finalement il n'y a rien de positif pour nous là-dedans. Par ailleurs, moi ce qui me préoccuperait presque plus, c'est la population algérienne de France et les populations françaises d'origine algérienne, qui elles sont un facteur de déstabilisation aussi pour nous. Et on rejoint là les toutes premières discussions qu'on a eues, et on le voit à travers les différentes manifs qui ont lieu à Paris. Si jamais effectivement le FLN sous son nom ou sous un autre nom se survivait, effectivement c'est l'armée et les services spéciaux, on le sait, qui tiennent tout ça. La marionnette Bouteflika. Si jamais effectivement en Algérie ça survivait, comment les Algériens en France vont-ils réagir? Est-ce que ça va les radicaliser, ou est-ce qu'au contraire ils vont rentrer dans le rang? La seule chose qui m'intéresse finalement c'est de savoir ça, plus encore que la production de gaz. Et j'y reviendrai après, parce que le gaz on peut se le fournir ailleurs. Par contre effectivement Marseille est juste en face. Que les Algériens se prennent en main, c'est très bien, c'est excellent.
j'ai moi-même des doutes. Je pense plutôt qu'on aura droit à une démonstration de force du général Ahmed Kaïd Salal, qui est le patron de l'armée maintenant. Je pense d'ailleurs que oui, c'est lui qui reprendra le flambeau. Mais effectivement, si demain l'Algérie tombe, si les structures mises en place d'ailleurs par la France, il faut quand même être honnête, les structures très républicaines mises en place par la France et puis récupérées par la suite par le FLN dans une sorte de copie vis-à-vis de la République française, je ne suis pas bien sûr que si ça tombe, qu'effectivement l'Algérie soit en mesure, la population algérienne soit en mesure de faire face à une possible nouvelle guerre civile. Pierre. Juste au plan géopolitique et historique, j'ai l'impression que c'est un vieux régime qui effectivement date de la fin de la colonisation, qui n'existait que par opposition au symbole de la France comme ennemi symbolique, qui nous a pillés, etc. Ça, c'est épuisant. On a eu la guerre civile qui a impliqué le fils dans le début des années 90. C'était peut-être pas assez puissant à l'époque. On avait eu la révolution islamique d'Iran quelques années auparavant, mais le mouvement n'était pas encore enclenché. Je pense que ce qui se passe en fait, c'est que les Algériens, les jeunes Algériens sont un peu comme nous de l'autre côté de la Méditerranée. Ils sont en mal d'identité, en mal de perspective pour le futur. Donc je pense qu'ils vont logiquement basculer dans l'islamisme, comme nous, on aura une tendance à basculer dans l'identitarisme au sens large. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui se prépare en Algérie, tout doucement. Alors est-ce que ça va être là maintenant? Est-ce que ça va être dans 10 ans? Mais il n'y a pas de raison que les frères musulmans ou d'autres structures islamistes ne gagnent pas en influence au cours des prochaines années, quoi. Et puis je sais aussi que l'Algérie importe 90% de son alimentation, donc c'est produits de première nécessité. Donc c'est un pays qui est incapable de se suffire à lui-même, quoi, qui repose comme beaucoup d'autres sur la rente pétrolière. Et dans une logique d'affrontement, les ventes de pétrole et les importations peuvent être largement perturbées. Et là, effectivement, on peut assister à des troubles assez conséquents, quoi. C'est un pays qui n'a pas de base, en fait, qui n'a pas de base identitaire, qui n'a pas de base au niveau des infrastructures, qui n'a pas de base... il y a juste des bases énergétiques, voilà. Donc c'est un pays extrêmement fragile et qui... Oui, à mon avis, ça ne durera pas longtemps comme ça. Mais je pense pas à un effondrement brutal. Enfin, là, c'est vraiment de l'intuition, hein. Mais je vois... On spécule, là, mais... Oui. Je vois plutôt un pouvoir qui ouvre un petit peu ses portes et qui fait rentrer quelques islamistes, quelques droits de l'hommistes marginaux pour donner le change, et puis ils seront écartés rapidement au profit des islamistes. Puis on peut avoir une alliance entre l'armée et les islamistes, hein. Pour l'instant, on ne l'a pas eu ni en Égypte, ni en Libye, mais y a pas l'armée en soi, ça ne veut rien dire. Effectivement, pour l'instant, l'armée a une tradition laïque dans les pays arabes jusqu'à maintenant, mais l'armée peut s'islamiser au fur et à mesure, hein, ça on n'en sait rien. Donc voilà, pour l'Algérie. Mais pour conclure sur ce sujet, moi je trouvais quand même que c'était intéressant, puisque le fil rouge c'est la violence et la progressive décrépitude des sociétés démocratiques. Je pense que effectivement on arrive à la fin d'un cycle d'États qui ont été mis en place par l'ancien colon, et finalement qui était laissé en plan peut-être un peuple qui ne sait pas comment faire avec un État qui n'est pas le sien. Mais est-ce que c'est un peuple? C'est-à-dire qu'ils sont peuple parce que les frontières de l'Algérie ont été tracées par la France. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a une diversité, je pense, culturelle entre différentes régions d'Algérie. C'est pas qu'un pays qui est absolument pas du tout homogène. Et qu'il n'y a pas le travail de centralisation qu'il y a eu en France, par exemple, pour comparer sur plusieurs siècles, pour faire que différentes régions différentes arrivent à coexister dans un même état central. Là, on n'est pas du tout dans ça. On est dans le parachutage d'un système qui est hors sol, au final, qui ne tient que du fait des généraux, qui ne tient que par la violence. Et puis en tant que peuple, mais c'est pas la chute. Si les Berbères nous écoutent, ils vont hurler parce que c'est pas rapport entre un Berbère et un Arabe. Mais c'est pour ça. C'est pas la chute là aujourd'hui d'un régime démocratique. Il n'y a pas de démocratie en Algérie.
peut même pas faire. Enfin, je veux dire, c'est pas la violence qui est en train de faire basculer la démocratie. C'est juste le mensonge. Enfin, une fois de plus, une élection ne fait pas de la démocratie, et c'est juste ce mensonge-là qui va dégager, et on va le voir, parce qu'ils auront beau aller dans la rue régulière, à mon avis, ils vont pas récupérer le pouvoir. Très bien. Bon, sans transition aucune, nous allons passer à un sujet pareil, international. Mais alors là, je suis dans le flou complet, mais il va nous éclairer. Laurent, qui va nous parler de la nouvelle route de la soie. Oui, exactement. Et à travers cette nouvelle route de la soie, on va voir que nous rejoignons les préoccupations des élections européennes, dont nous parlions il y a quelques minutes. Alors de quoi il s'agit d'abord ? Il se trouve que mercredi dernier est tombé le premier rapport de la Commission européenne sur les investissements directs étrangers dans l'Union. Là-dessus, le président Juncker, après l'avoir lu, s'est ému des chiffres qui étaient publiés, et il a parlé notamment de la sauvegarde nécessaire des intérêts stratégiques de l'Union européenne. Il a même parlé d'intérêts vitaux face à ce qu'il appelle les appétits des puissances émergentes. Déjà, on peut trouver ça assez amusant, ce retour à la réalité géopolitique et géoéconomique, parlant d'une Union européenne qui a toujours professé la liberté des échanges, la circulation des biens, des capitaux, des personnes. Les premières puissances émergentes justement qui étaient visées, c'était, ça n'étonnera pas grand monde, la Russie, les Émirats arabes unis, mais surtout la Chine. Bon, sachant qu'en réalité, tout ça est à relativiser, puisque aujourd'hui encore, presque 62% des investissements étrangers au pays de l'Union, dans l'Union, sont américains et canadiens. Les Chinois, c'est 3%, quoi. Et encore, c'est en recul par rapport à il y a 2 ans. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que ces investissements ont lieu dans des domaines bien spécifiques. Le raffinage du pétrole, l'industrie pharmaceutique, l'optique, l'électronique, l'aéronautique et tout ce qui est l'ingénierie de pointe. Les investissements chinois, là, c'est ça ? Ouais. D'accord. En majorité chinois. Parce que finalement, les Russes, quand on regarde les chiffres du rapport, c'est 0,5% d'investissement. C'est dérisoire, si vous voulez. Non, c'est pas grand-chose. Et donc là-dessus, Juncker a notamment pointé du doigt cette fameuse nouvelle route de la soie que les Chinois ont lancée en 2013. Il s'agit d'un projet colossal, continental et même intercontinental, qui pour l'instant a quand même coûté déjà la bagatelle de 3 000 milliards d'euros, totalement piloté par la Chine. Bagatelle, du tout. Oui, la Chine qui regroupe ce projet 70 pays à différentes échelles. L'idée, c'est tout simplement de créer une liaison directe terrienne, ferroviaire et routière, depuis Shanghai jusqu'à l'Europe du Nord, mais aussi le Portugal. Et également des liaisons maritimes. Comme dans les films de science-fiction, on voyait les grandes routes, les grands... C'est c'est l'euro-sibérien, c'est tout ce que vous voulez. Ça, c'est en train de se mettre en place. Ouais. Et on n'est plus dans la projection, là. C'est-à-dire que c'est déjà, au moment où je vous parle, il y a déjà des milliers de chantiers en route. Ça commence déjà à traverser l'Asie centrale, la Russie, parce qu'en réalité, il y en a plusieurs. Il y a 6 corridors en réalité. Donc la Russie, la Biélorussie est dans le coup, la Turquie est dans le coup. Alors, j'ai oublié de le dire, mais il y a évidemment, bien entendu, les gazoducs et les pipelines pétroliers. Tout ça est combiné. Mais la Pologne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni sont également dans le coup. On en parle très peu chez nous de ça. Alors c'est gigantesque, vous allez voir pourquoi. C'est un dossier qui est à la fois économique et politique. L'idée, c'est de sécuriser les approvisionnements des Chinois, qui sont de plus en plus en délicatesse avec les Américains dans la zone Pacifique, mais aussi de créer une grande zone, un marché, si vous voulez, autarcique, eurasiatique. Carl Schmitt, Lohausen, pour ceux qui connaissent, n'ont jamais fait que de parler de ça, finalement. Il s'agit de replacer l'Europe sur la carte, dans le rôle qu'elle a toujours eu, sauf une courte période, à savoir celui d'un appendice au bout de l'Asie. Donc plus grand chose.
Ça, justement, on va voir, parce que... Et là où ça devient... Pourquoi je développe tout ça? On pourrait se dire, bon, il est bien gentil avec ses considérations sur la Chine, sur la route de la soie, mais si Juncker... Parce que tu t'appelles Shang, c'est pas. On pourrait voir ça comme ça aussi. Il fallait la faire quand même. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que si Juncker, justement, s'en est tellement alarmé, alors que 62%, comme je disais, des investissements restent américains en Europe, c'est que il y a deux lignes de fracture, il y a deux axes, si vous voulez, qui sont en train de se dessiner dans l'Union européenne à propos de ce dossier. On pourrait dire que d'un côté, il y a les eurosceptiques, la Pologne, l'Italie, le Portugal, la Hongrie, On a parlé tout à l'heure. la Grèce, voilà, absolument, on rejoint donc la conversation de tout à l'heure, et les Balkans. Balkans, d'ailleurs, c'est ce qui fait que Angela Merkel a également pris la parole récemment, parce qu'elle a, semble-t-il, pris peur et dit aux Chinois qu'il fallait qu'ils prennent soin de ne pas mélanger les intérêts économiques et les intérêts politiques, ce qui prouve bien que l'Allemagne continue à avoir des visées sur les Balkans. Et ça, on le sait que l'Allemagne, de toute façon, je vais revenir dessus, mais l'Allemagne joue désormais de plus en plus sa propre partie dans l'histoire. C'est son côté Reich, ça. Avec toujours le prurite vers la méditerranéen des Allemands. Donc d'un côté, on a ces pays-là, et de l'autre, qui eux veulent absolument jouer la carte de cette nouvelle route de la soie, parce qu'ils sont déçus de l'Europe, parce qu'ils voient les richesses et le travail que ça peut leur apporter. De l'autre, et qui donc veulent jouer cette carte soit seuls, en signant des contrats bilatéraux, soit en s'agglomérant, mais sans passer par Bruxelles. Et de l'autre, vous avez des pays, l'Espagne, la France, l'Allemagne. La Suède et la Grande-Bretagne, c'est un peu différent, parce que de toute façon, ils sont un peu à part, de toute façon, mais qui, eux, au contraire, veulent bien qu'on négocie avec les Chinois, mais de manière communautaire. Il faut que ça passe par Bruxelles, il faut que ça soit donc intergouvernemental. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté les eurosceptiques, les nationalistes, et de l'autre, vous avez les européistes, les fédéralistes. Pourquoi je vous raconte tout ça, finalement? C'est que le plus intéressant dans l'histoire, c'est que, d'une manière ou d'une autre, il s'agit de défendre les intérêts des pays de l'Union européenne. Et si l'on voit le monstre qu'est finalement la Chine dans cette histoire, on se dit que le seul moyen qu'auraient les pays européens de tirer leur épingle du jeu, tout en profitant et n'en étant pas avalés par le géant chinois, ce serait justement de s'organiser en une sorte de super-État fédéral. Ce que ne veulent bien sûr pas les gouvernements de droite populistes qui, eux, sont à fond dans ce projet, mais ce que veulent au contraire les gouvernements, on va dire plutôt de centre-gauche, qui eux veulent bien, mais à reculons, parce que ils voient d'abord, on peut dire, soit leurs propres intérêts quand il s'agit de l'Allemagne, soit l'idéal européen. La leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est que si l'Europe, qu'elle soit nationaliste ou fédéraliste, veut bénéficier de ce projet qui va se faire de toute façon, il va falloir en tous les cas que l'Europe tourne le dos aux États-Unis. Donc l'Europe abandonne l'atlantisme. Et c'est pas gagné. Donc, comme dirait Philippe de Villiers, il faut que l'Europe abandonne son maître. Exactement. Que ce soit. Voilà, je voulais juste raconter ça parce qu'on en parle très peu. C'est un sujet qui va avoir une importance, mais on imagine à peine sur le devenir de l'Union européenne, bien plus finalement que effectivement les prochaines élections européennes, parce que là on parle dans les 10 ans, et puis c'est quelque chose qui va durer des décennies et des décennies, et qui remet complètement en cause le fonctionnement de l'Union européenne telle qu'elle est construite aujourd'hui. C'est-à-dire un mélange hybride d'États, de fédération sur certains points, de confédération dans l'autre, d'États, de gouvernement, de structures intergouvernementales, avec d'un côté des États qui, eux, lorgnent vers les États-Unis et d'autres qui seraient plutôt tentés, effectivement, en bon européen, de se dire mais non, c'est en Russie et c'est surtout en Chine que ça se passe. Plein de questions, ça pose un flot de questions. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, penser que, comme tu as dit, l'Europe devenant un appendice de l'Asie, est-ce que justement c'est pas l'objectif de l'ordo l'ordo européanus actuel, qui est de transformer les États en espèce de fédération, de petits bouts, de petites régions, qui en fait seront, je sais pas, des espèces de
grenier, de ressources ou de traditionnalisme pour tel ou tel truc, etc. Dans lesquels on va pour passer des vacances quand on est chinois. Et puis, je sais pas, le Cantal pour le fromage, la Bretagne pour les crêpes. Et puis, Est-ce que c'est pas déjà le cas? Maintenant, si on relit certains grands auteurs, qui par hasard sont allemands, vous allez me dire, Lohausen, Carl Schmitt, eux ont toujours pronostiqué ou préconisé la création d'un grand ensemble européen. Ça fera plaisir à Thomas Ferrier s'il entend ça. Comme étant le seul moyen justement, à l'ère des grands ensembles, de rester une force. Ce qui est drôle, c'est que c'est précisément ce que propose un Macron et une Merkel quand ils se réunissent avec Sacha Bell. Sauf qu'eux, ils ne veulent pas s'en donner les moyens, et ce n'est pas pour cette fin-là. Donc ils ont lu Carl Schmitt, mais ils l'ont mal lu. Ils l'ont pas lu. Par contre, il se trouve que la réalité leur revient en pleine figure, comme je disais tout à l'heure. Et via les Chinois. Par la bande, quoi. Pierre, tu veux dire quelque chose? Oui, j'avais 2 questions à poser à Laurent. Juste avant, je voulais revenir. Oui, c'est la grande équivoque sur les euro-fédéralistes, c'est que c'est ce qu'on appelle les européistes à la Macron. Ils ne sont pas vraiment européens. L'Europe, pour eux, c'est une structure administrative. C'est pas une structure politique qui vise la puissance. C'est une structure administrative qui est une annexe de la structure mondiale. Donc c'est pour ça qu'il y a une équivoque, à mon avis. Et en fait, les partis qu'on présente comme eurosceptiques sont en fait des partis pro-européens. Voilà, donc il faut faire attention avec ces termes-là. Non, mais j'avais 2 questions du coup techniques sur l'exposé de Laurent. La première, ce sont des voies physiques, hein, c'est ça qui traversent. Oui, ce sont des autoroutes, ce sont des voies ferrées, et puis ce sont tout simplement des grands corridors maritimes. Oui, c'est ça. On voit l'offensive menée par les Chinois depuis maintenant quelques années. Les Chinois maintenant s'implantent, vous avez des bases militaires chinoises le long de l'océan Indien, vous en avez également dans le golfe d'Aden, et puis sur le plan terrestre, il faut savoir, on n'en parle pas non plus beaucoup, on n'en parle pas du tout d'ailleurs, désormais vous avez aussi des bases chinoises à la frontière de l'Afghanistan. C'est-à-dire que les Chinois sont en train d'arroser les Afghans, et sont en train petit à petit de s'insérer comme ils le font aussi en Afrique par exemple, ou tiens on parlait d'Algérie, qui construit aujourd'hui les autoroutes dans le Maghreb. Ce sont les Chinois. Ce sont les Chinois. Ce qui fait parce que aussi les Européens, excuse-moi de te couper, veulent plus du tout y aller, hein, parce que les Africains payent pas en fait. Ouais. J'ai rencontré une fois au Tchad un ingénieur de chez Bouygues qui m'avait dit Bouygues se retire parce que les autoroutes ils sont financés à 75% par l'Union Européenne et les 25% qui sont censés être financés par les États, ils sont jamais payés. Mais parce que les Chinois eux, réagissent et agissent surtout en termes précisément de puissance géopolitique. Ils sont hyper pragmatiques quoi. Les Chinois financent entièrement ces autoroutes, mais mieux que ça. Les Chinois exportent leurs ouvriers. Vous n'avez pas un ouvrier tunisien, vous n'avez pas un ouvrier marocain, ce sont que des ouvriers qui viennent de Chine. Parce que ce sont les intérêts chinois qui sont à l'arrivée de ces autoroutes. C'est absolument pas le développement des pays. On ne peut même pas parler de dumping social, parce qu'il n'y a même pas de concurrence en fait. C'est de l'impérialisme si vous voulez. Du coup, la question que je voulais poser, c'est qu'est-ce qui est censé transiter par ces voies? Dans quel sens? Et c'est quoi? C'est du transport de marchandises? Essentiellement. Parce que j'imagine qu'on va pas prendre sa voiture pour faire 8 jours de route pour traverser l'Eurasie. Moi, je t'avouerais que ça me ferait bien rêver de prendre ma voiture et puis de partir demain matin de Nancy et puis dans 3 mois de me retrouver effectivement à Shanghai, sur la mer de Chine. Pour retrouver tes racines en fait. Par exemple. Mais tout à fait ça. Non mais blague à part. Non, ce sont réellement des biens. C'est des biens de consommation. Il s'agit. Faut pas. Si vous voulez, c'est du commerce. D'accord, mais alors quel est le capitalisme en rouleau compresseur? Quel est l'avantage par rapport au fret maritime? Non, parce que ce sont 2 choses qui sont coordonnées. L'un n'empêchera pas l'autre. Mais le fret maritime c'est déjà le cas. Le fret maritime, il a lieu. D'accord. Mais il va encore se développer parce que les Chinois se considèrent comme étant à la fois trop restreints dans les quantités et il y a encore certaines zones maritimes qui sont problématiques du point de vue de la sécurité. D'accord. Donc, la route sera tout simplement un palliatif. Et attention, parce que la Chine a bien l'intention d'arroser tous les pays sur lesquels elle passera. Et bien entendu. Oui. Et est-ce que du coup les pays occidentaux peuvent avoir du mal à être approvisionnés si des pays d'Europe de l'Est se refusent à laisser passer physiquement les marchandises? Et en fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les pays de l'Europe de l'Est, eux, tendent les bras vers les Chinois, très majoritairement. Oui, mais en cas de conflit avec les pays d'Europe de l'Ouest
les pays d'Europe de l'Ouest seraient isolés, puisqu'il y aurait la frontière des pays d'Europe de l'Est. Mais il ne faut pas réfléchir non plus en termes de conflits militaires. Là. On est non, je parle de conflits juridiques et idéologiques. Donc la question c'est, est-ce que l'Europe peut se fracturer sur ce dossier? Oui, est-ce que par exemple Orban peut faire du chantage sur le fait de laisser passer... oui, mais on l'a vu d'ailleurs avec le gaz russe. D'accord. Lors de l'occasion de la guerre d'Ukraine. Ah oui. Oui, bien, au niveau de ça, en Ukraine, on a bien vu effectivement les difficultés causées par les Polonais et les Ukrainiens à l'approvisionnement des Allemands. On a bien regardé par exemple l'agriculture française, elle a pâti de l'embargo sur la Russie. Les Russes ont certainement beaucoup moins souffert que les Français. Quant aux Américains qui étaient à l'origine d'ailleurs de cet embargo, ils ne se le sont pas appliqués à eux-mêmes. Ah bah non, ils continuent leur business à chaque fois. Voilà, exactement. Les fromageries de Bunéville ont beaucoup souffert pour revenir à un côté très local et fabrication de master et tout ça, parce qu'on exportait beaucoup. Le local et le mondial se rejoignent en géopolitique et en géoéconomie. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en même temps que naît chez les peuples blancs une conscience occidentale, donc les jeunes Européens se sentent de moins en moins anti-américains, comme ça pouvait être le cas dans les années 80, même les jeunes d'autres bords au sens large. Les Américains aussi essaient de plus en plus de parler aux Européens. On voit des liens qui se nouent. J'ai l'impression que les choses concrètes de géopolitique, elles tendent à recouper ce lien entre États-Unis et Europe occidentale. À renouer donc. Non, à le recouper justement et à nous rebasculer. Sur un point de vue politique, ça coupe vers la Chine. Alors qu'en fait, d'un point de vue des sentiments, l'élection de Trump a beaucoup joué, mais le fait qu'on est confronté au même problème, j'ai l'impression que l'anti-américanisme des Européens s'atténue et que les Américains commencent à arrêter de nous traiter de frogs et de... de toute façon, alors ça c'est totalement faux, pardon de le dire là. La semaine dernière encore, dans le Financial Times, il y a eu un article qui était un véritable assassinat de la France. Que nous, on aime moins les Américains parce qu'on les associe à Trump et à ceux qui ont voté pour lui. Et d'un autre côté, comme les Américains... c'est biaisé. Voilà, et comme d'un autre côté, les Américains, je ne parle pas de l'État profond, là, mais de Trump et consorts, ne se sont jamais intéressés à nous, ne s'intéressent pas à nous, en tant qu'Européens, si ce n'est parce qu'on peut leur apporter quelque chose. Vous voyez l'OTAN qui continue ses manœuvres dans la Baltique et qui veut implanter des bases le long de la frontière, voilà. Parce que la Russie, bien sûr, est une menace militaire terrible qui pèse sur l'Europe. C'est méconnu. Voilà. Donc, j'ai pas le sentiment, moi, personnellement, à travers tout ce que je lis, que il y a un sentiment très pro-américain qui se développe. Non, je dis pas ça. Par exemple, le Financial Times, c'est pas un journal symbolique de ce qui est en train de monter aux États-Unis. C'est plutôt la vieille garde. Oui, mais c'est quand même, comme son nom l'indique, c'est quand même New York et la finance. Oui, non, mais on est d'accord, ça change pas. Mais je dis que justement, c'est l'Amérique profonde qui a gagné, en tout cas, avec l'élection de Trump. Même Trump, il s'occupe d'Europe. Il s'occupe du changement de population en Allemagne. Alors bien sûr, en gros, il nous méprise parce qu'on ne sait pas parler d'une voix unie. Et pour l'instant, l'Union européenne, ça correspond à rien pour lui. Et il sait très bien que... Et il a tout à fait raison. Oui, il a raison. Mais moi, je parle vraiment de sentiment, là, hein, pas d'intérêt étatique. Parce que si vous voulez un pays qui, justement, à l'heure actuelle, mène une véritable politique, une véritable offensive de soft power, c'est précisément la Chine. Oui. Regardez dans le cinéma, regardez il y a les mangas, mais il y a également leur version chinoise. Chez les jeunes également, cet attrait pour la Chine est de plus en plus fort. Mais on n'est pas face... Alors, justement, je voudrais savoir ce que tu en penses. Charles Gave avait parlé lui qui connaît assez bien la Chine pour y travailler, disait que justement, il ne faudrait pas voir dans la Chine une espèce de nouvel impérialisme états-unien, en fait. Il dit c'est pas du tout leur mentalité d'être dans l'expansion. Mais cette soft power, du coup, elle sert à quoi s'ils sont pas dans le... Je pense que c'est du pragmatisme le plus résolu et le plus, comment dirais-je, le plus évident du monde. C'est du commerce aussi. Si les Chinois investissent de plus en plus dans le cinéma européen et américain, c'est aussi du nationalisme. Et puis c'est également parce que pour faire du commerce, il faut être connu. D'accord, ok. Donc c'est juste dans une perspective commerciale, quoi. Oui, bien sûr. Chez les Chinois, on le voit bien. Même si on en connaît quelques-uns, qu'on discute avec eux, on s'aperçoit très vite quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs opinions. Tu connais des Chinois, toi? J'en connais, effectivement. Les Chinois de Chine, j'entends. Les Chinois de Chine. D'accord. Les Chinois de Chine. Bonjour, Laurent.
Qu'est-ce que je voulais ajouter parce que par rapport à ce que vous me disiez là. Mais là j'ai été coupé. Cette blague raciste sera coupée au montage. J'ai été coupé dans mon élan. Je me posais aussi la Sur question cette attaque personnelle. du fait que l'ouverture de nouvelles voies de communication pour les marchandises repose quand même sur le pari d'une Europe qui est quand même capable d'acheter les produits chinois. Donc la dynamique de ralentissement de la croissance par de stagnation ne risque-t-elle pas de rendre ces voies un peu inutiles, de la même manière que la Chine a des villes entières qu'ils ont reconstruites à la mode européenne pour certaines, et en fait qui sont complètement désertées, et par les Européens qui n'ont plus les moyens, et par la haute classe chinoise qui est en train de s'établir. La Chine est un pays de toute façon de contraste, tellement qu'on puisse dire, paradoxal. Quand on parle de la Chine, en général, on parle que des régions côtières, et puis de Pékin. Oui, c'est-à-dire en fait 300 millions, voilà. 400 millions d'individus. Voilà. Mais on oublie ceux qui sont dans les campagnes. Oui. Là, c'est mon ami David Lépée qui a beaucoup écrit sur ces questions, qui a vécu en Chine, qui a été étudiant en Chine, collaborateur comme moi d'Éléments. David, si tu nous écoutes, ouais. Salut à toi. Et dès que vous allez un peu dans l'arrière-pays, vous quittez cette Chine-là. Quittez la Chine des néons, la Chine des usines. Et là, vous retournez dans une Chine qui est celle de pratiquement avant Mao. Oui. Voilà, avec la misère aussi que ça a. Maintenant, regardez l'économie verte. Bon, de toute façon, les Chinois s'y sont mis aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que les Chinois voient bien les ravages que cause, ne serait-ce qu'à Pékin, par exemple, leur industrie lourde. Comment la santé se détériore, comment des villes comme Pékin, par exemple, ne voient plus le soleil parce qu'ils ont une véritable cloche de nuages en permanence posée sur leur ville. Ça reste des produits quand même moins chers que les produits japonais, donc ça peut continuer à s'écouler. De toute façon, il faut bien se dire quand même qu'une voie comme... L'intérêt de parler de la nouvelle route de la soie, il va de soi que pour des gens comme nous qui serions Excellent jeu de mots. Excellent jeu de mots. Je m'en suis pas rendu compte. Pas fait exprès. Quel talent. Je voulais pas te couper, excuse-moi, c'était pour souligner un peu pas la première. Ton génie. De toute façon, comme il s'agit de commerce, il s'agit donc bien évidemment pas d'aller dans le sens d'une vision décroissante du monde, pour pas se leurrer. Là où ça devient plus intéressant, c'est si réellement ça débouche également sur un grand ensemble politique eurasiatique. 1984. C'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que même la Russie elle-même a déjà du mal à maintenir une structure politique équilibrée sur tout son territoire. Donc en gros, elle bascule à l'ouest intégralement. On aurait peut-être le même problème, non ? Pas aussi vrai ça concernant la Russie, sur le fait qu'elle soit entièrement tournée vers l'ouest. La Russie a justement un rôle d'équilibre. Quand je dis tournée vers l'ouest, c'est que en gros, la Russie, quand on regarde une carte, et une carte géographique, si on superposait à elle une carte politique, elle tient en fait sur un tiers de son territoire. Sur sa partie occidentale, voilà. Du coup, à l'ouest de voilà, donc le reste c'est un territoire virtuel. Est-ce que nous on n'a pas le même problème au niveau du continent eurasiatique au sens large, quoi ? C'est-à-dire que c'est vraiment deux mondes qui... On a même trois mondes. Trois mondes en fait. Ouais. Mais il ne s'agit pas... si on lit les déclarations de Xi Jinping sur le sujet du Premier ministre chinois, il ne s'agit pas... Parce que justement, les Chinois sont pragmatiques et qu'ils sont d'abord tournés sur eux-mêmes et qu'il faut déjà qu'ils terminent de construire leur pays. Il ne s'agit pas de créer une entité politique sur toute la terre du milieu. Il ne s'agit pas du tout de ça. Ça rejoint une vieille idée géopolitique qui est effectivement celle de l'addition de trois en un seul grand ensemble, mais quand même fonctionnant avec ses propres règles. Il y aura effectivement l'ensemble européen, l'ensemble russe, qui, quoi qu'on en pense, n'est pas européen. Même la partie occidentale, on va dire, de la Russie, ça va prendre avec des pincettes, et puis effectivement le grand ensemble chinois, sachant que reste encore posée la question de l'Inde dans tout ça. Mais l'intérêt pour nous, c'est que ce serait vraiment une alternative à l'atlantisme actuel. Dans un monde qui, il ne faut pas l'oublier, dans un siècle, aura vu l'Atlantique se transformer en ce qu'est aujourd'hui la Méditerranée par rapport à l'Atlantique. L'Atlantique sera... c'est dans le Pacifique que tout va se passer. C'est bien pour ça justement que les esprits s'échauffent là-bas et que les Chinois cherchent des solutions alternatives.
Voilà. Nous, on est très Ça, c'est loin fait de avec les l'océan Japonais. Pacifique. Hein. On est vraiment décentré par rapport à ce qui, Ouais, c'est à l'autre bout de la planète. à l'histoire du monde Bien actuel. Hein. Bien On sûr. on fait vraiment figure de musée. Eh ben, justement, et ça permettra de conclure sur ce sujet. Est-ce que finalement, de ce que tu nous décris, Laurent, la France n'est pas condamnée, entre guillemets, mais est-ce que la France n'est pas condamnée à devenir une espèce de petit bijou dans un écrin d'un petit pays avec plein de belles choses, plein de bonnes choses, gastronomiques, culturelles, etc. Une sorte de musée à ciel ouvert qui permettra aux Chinois de venir s'éclater un week-end.